Bonjour à toutes et tous, bienvenue. Bonjour à toutes et tous. Alors nous sommes heureux avec ma collègue Cécile de vous accueillir, où que vous soyez, hein, ici en Belgique, mais aussi ailleurs dans le monde. Donc bienvenue dans ce cycle de webinaires qui s'intitule Au-delà du clic, enseigner, coopérer, transformer le numérique en débat. Alors pourquoi ce cycle? Eh bien parce que le numérique fait partie de notre quotidien. Et plus récemment, l'intelligence artificielle s'est imposée dans notre quotidien numérique, pour le pire comme pour le meilleur. Sans doute fallait-il trouver un juste milieu. D'où notre souhait de proposer un espace de réflexion et de dialogue sur la place du numérique dans l'enseignement supérieur, non seulement en Belgique, mais aussi dans nos pays partenaires. Parler du numérique, c'est inévitablement évoquer l'émergence de l'intelligence artificielle dans le monde académique. C'est mettre en lumière les enjeux portant sur les fractures numériques, mais aussi sur l'environnement, le genre, la décolonisation des savoirs ou encore la souveraineté technologique. Nous sommes donc au cœur d'un enjeu de société. Pour l'éclairer, cet enjeu, nous allons donner la parole aux expertes et experts qui travaillent sur ces questions dans le monde académique, ici en Belgique, mais aussi dans nos pays partenaires. Le thème de ce premier webinaire est l'IA dans la coopération académique entre innovation et inégalité. Pour en parler, nous avons avec nous trois invités. Anthony Simonowski, professeur en transformation numérique à l'Université de Namur. Orlando Palermo, maître assistant et ingénieur IA, intégrateur IA à la Haute École Louvain en Hainaut. Et Rachel Akimana, enseignante-chercheur à l'Université de Bujumbura au Burundi. Alors, public, vous pourrez poser vos questions après leurs trois présentations, excepté pour M. Simonowski qui devra nous quitter avant la fin du webinaire. Donc, vous pourrez lui poser les questions après sa présentation. Donc, notre premier invité est Anthony Simonowski. Vous êtes donc professeur en transformation numérique à l'Université de Namur, c'est en Belgique. Vous êtes aussi le cofondateur du Centre de recherche sur la gestion de l'information et de la transformation numérique au sein du Namur Digital Institute. Vous introduisez donc ce cycle, vous êtes le premier intervenant. Et avant de présenter votre sujet, peut-être une question. Pouvez-vous nous dire de manière générale ce qu'est l'intelligence artificielle et quels sont les enjeux majeurs pour l'enseignement supérieur aujourd'hui? Je vous cède la parole, Monsieur Simonowski. Super. Donc tout d'abord, un énorme merci pour l'organisation de ce webinaire et donc un honneur pour moi de l'inaugurer en quelque sorte. Je vais déjà partager mes slides, mais je vais répondre évidemment à votre question. Donc là, je les partage, j'espère que tout le monde les voit. Donc évidemment, pour ce qu'est l'IA, je pourrais, je pense, en parler tout au long de ma présentation. Je pense qu'il est important de distinguer, dans un premier temps, c'est que IA est un mot valise extrêmement large qui recoupe énormément de technologies. La détection d'images, ce qu'on appelle le computer vision, c'est de l'IA. Les recommandations que vous avez sur Netflix, c'est de l'IA. La correction même automatique de texte, c'est de l'IA. Mais évidemment, maintenant, lorsqu'on va parler d'IA, on va avoir en tête un type d'IA, on va dire en particulier, qui est l'IA générative. Et c'est bien sur ce type d'IA, donc là, évidemment, ChatGPT et autres, tous ces outils qui, évidemment, ont fait un boom il y a maintenant 3 ans et demi, et qui sont de plus en plus utilisés par les étudiants, par les enseignants au sein de l'université. Donc, ce que j'ai envie de faire dans mon intervention, c'est donc de zoomer spécifiquement sur cet élément d'IA générative et de vous parler de 10 défis que je qualifie de socio-techniques pour l'université. Et juste parce que j'aime le challenge, donc en 15 minutes, je vais essayer de brosser ces 10 grands défis qui me semblent importants pour poser le cadre. Et ensuite, j'imagine que les autres intervenants pourront approfondir l'un ou l'autre de ces défis. Donc tout d'abord, lorsque je parle de défis socio-techniques, je pense qu'il est important d'avoir en tête, c'est que je viens d'un domaine de recherche qui s'appelle effectivement la gestion des systèmes d'information. Et dans ce domaine de recherche, on n'a pas un profil purement informatique ni purement social. On va essayer de comprendre en quelque sorte quel est le lien entre un système technique qui est introduit dans une organisation, quel est son impact sur le système social de cette organisation, et comment, en retour, en quelque sorte, ce système social pourrait avoir un impact sur le système technique. Je prends un exemple très simple. Le système technique, ça peut être ChatGPT.
qui va avoir un impact dans toute une série de systèmes sociaux au sein de l'université, que ce soit les processus d'enseignement, les processus d'évaluation, les processus d'examen, les processus de construction de cours. Et évidemment, ces deux systèmes vont mutuellement évoluer au fur et à mesure du temps et de l'évolution de ces technologies. Et donc, voilà, je vais me lancer dans maintenant ces 10 défis. J'ai un défi par slide je vais rester à un niveau général, évidemment, mais qui me semble vraiment les défis les plus essentiels par rapport à l'IA générative à l'heure de l'enseignement. Donc, comme je disais, hein, le premier défi, c'est que l'IA générative, c'est ce qu'on appelle une technologie à usage général, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été développée pour un usage en particulier. Hein. Lorsque vous utilisez ChatGPT au jour le jour, vous pouvez l'utiliser pour toute une série de choses, hein, traduire des documents, vous aider à brainstormer, corriger un texte, générer du texte, générer une image. Donc, ça a été vraiment développé pour toute une série d'usages. Et donc, je prends toujours un peu cet exemple du génie qui peut sortir de sa bouteille. Donc là, vous reconnaissez ici le génie dans Aladdin. Parce qu'en fait, ces technologies, voilà, elles sont maintenant appropriées à large échelle par le grand public et que c'est très difficile de courir après tous ces différents usages qui se sont diversifiés au sein des organisations. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, hein, vous avez peut-être suivi Google qui a sorti un modèle Gemini qui était assez avancé. Il n'y a pas une semaine, on va dire, sans qu'un nouveau modèle d'IA générative sorte, qui lui-même, en quelque sorte, a un impact sur ces nouveaux usages. Et donc là, le premier défi, hein, je dirais sociotechnique, c'est comment cadrer des LLM à usage général, alors que les usages et les modèles, ils évoluent très rapidement. Pour une université, c'est extrêmement difficile de cadrer, on va dire, les usages, alors que un nouveau modèle va permettre toute une série de nouveaux usages par les parties prenantes de l'université. Le deuxième défi sociotechnique, je dirais, c'est que lorsqu'on parle d'IA générative, c'est déjà un mot très large en fait. Hein. On va surtout parler de ce qu'on appelle les large language models, qui sont les interfaces textuelles hein, des IA génératives. Donc là encore, je prends l'exemple de ChatGPT. Vous interagissez avec ces outils-là par texte. Ce que ça va en fait mener comme grand challenge, c'est que ce type de technologie, mais on remarque que chez nos étudiants, tout le monde n'a pas la même littératie, n'a pas les mêmes compétences pour utiliser ce type d'outils. Il y a certains étudiants qui vont être très à l'aise en fait avec cette interface par texte, cette interface par voix pour interagir avec l'outil, alors que d'autres vont être beaucoup plus perdus et donc on va se retrouver dans une inégalité des usages, avec des étudiants qui vont être capables de beaucoup mieux savoir utiliser l'IA pour les aider dans leur réussite universitaire, et d'autres qui vont moins être capables d'utiliser ces outils. La mauvaise nouvelle, je dirais, pour les universités, c'est que les étudiants qui arrivent à bien utiliser l'IA ne l'utilisent pas forcément à bon escient. Donc ça, on a eu tout plein de retours d'expérience à l'université aussi, où on forme en fait nos étudiants à bien utiliser l'IA. Mais en fait, on se rend compte que ces étudiants vont juste mieux utiliser l'IA pour potentiellement tricher dans les examens. Donc ça, c'est vraiment une tension, évidemment, en tant qu'université. D'un côté, on veut réduire les inégalités d'usage chez nos étudiants, mais de l'autre côté, on veut en fait réduire les mauvais usages. Donc là, je prends un exemple, je ne sais pas si vous connaissez cette musique qui s'appelle I'm Good at Being Bad. En fait, le problème, c'est qu'on va former des étudiants à être bons mais à être mauvais, donc en quelque sorte à être bons dans leur usage de l'IA générative, mais pour des mauvaises utilisations, notamment de triche, de génération de travaux de groupe. Donc là, le deuxième défi que je poserais, c'est comment stimuler des utilisations responsables en fait des LLM, au-delà de juste faire en sorte que tout le monde sache les utiliser. Le troisième défi, on va dire de l'IA, donc n'importe qui a déjà utilisé ChatGPT ou d'autres outils, a remarqué que l'interface conversationnelle, donc que ce soit par texte ou par voix, mène à une certaine anthropomorphisation. Hein. Moi, j'entends toujours beaucoup d'étudiants qui appellent ChatGPT chat. Hein. Ils disent on va demander à chat, on va demander à cet outil-là. Donc, ils vont en quelque sorte ce qu'on appelle anthropomorphiser, donner des caractéristiques humaines à une IA qui n'est pourtant qu'un système probabiliste hein, de production de texte. Donc là, je prends le petit exemple de Wall-E, hein, vous vous souvenez de ce petit bonhomme mignon dans le film du même nom. C'est une IA, hein, c'est un petit robot, mais on va lui prêter des caractéristiques quasi humaines, hein, c'est notre protagoniste qu'on va suivre. Et donc là, évidemment, le défi pour les universités, c'est comment instaurer un certain recul de nos étudiants par rapport à un LLM qui peut parfois être assimilé à un prof à la maison. On remarque d'ailleurs chez certains étudiants que
ils vont parfois accorder plus de valeur à ce que le LLM va dire qu'à leur professeur en classe. Il y a une sorte de déplacement de l'autorité comme ça qui s'installe petit à petit dans les classes. Ben, comment gérer ça en tant qu'université? Quatrième défi, c'est ce qu'on appelle l'agréabilité de ces LLM. Ça aussi, vous avez sûrement remarqué si vous avez déjà utilisé ChatGPT, c'est que ce sont des outils qui vont avoir toujours tendance à aller dans votre sens. C'est que si vous leur demandez de vous challenger sur une question que vous lui posez, ils vont avoir tendance à vous dire oui, vous avez sûrement raison, c'est très bien, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les efforts cognitifs long terme de nos étudiants. Là, j'ai pris un exemple un peu marrant, hein. J'ai demandé si je pouvais devenir un champion de bowling amateur en parallèle de mes activités de prof à l'université. ChatGPT m'a directement proposé un plan d'entraînement, m'a dit que c'était une excellente idée, que je devais me lancer là-dedans. Donc, on voit en quelque sorte que le défi ici, c'est d'essayer de stimuler quand même des efforts cognitifs des étudiants pour qu'ils puissent en fait remarquer que leur assistant peut être parfois trop agréable et trop aller dans leur sens. Cinquième défi, c'est le modèle économique en fait de ces IA. Là aussi, hein, s'il y a ici des utilisateurs de ces outils, vous savez qu'il y a plusieurs tarifs possibles pour ces outils. Il y a une version gratuite évidemment, accessible à tout le monde. Il y a une version où on peut payer $20 par mois qui donne plus de fonctionnalités, de l'accès à des meilleurs modèles, et une version à $200 par mois qui permet là vraiment d'avoir les modèles les plus avancés niveau recherche de l'IA. Donc c'est ici sur la slide. Évidemment, ce que ça pose, au-delà de l'inégalité d'usage, c'est une inégalité d'accès. On le remarque déjà dans les salles de cours, c'est qu'on a des étudiants qui vont être capables de se payer, ne fût-ce que la licence à $20 par mois, et parfois même la licence à $200 par mois. Et je peux vous dire, hein, la production des étudiants qui ont cette licence de $200 va être de bien meilleure qualité que ceux à la licence de $20. Donc comment, cette fois-ci, encore une fois, gérer les inégalités d'accès des OLLM malgré leur modèle économique? Sixième défi, c'est évidemment le défi dont on parle beaucoup de la consommation énergétique qui vient de l'architecture sur le cloud en fait hein, de ces outils. C'est que on parle souvent, hein, je ne vais pas me lancer ici dans savoir exactement quelle consommation d'eau peut être générée par la génération d'un texte ou d'une image. Il y a un débat scientifique, je pense, en cours sur le sujet. On sait que ça consomme en tout cas. Ce qui peut mener en fait à une résistance de nos étudiants à utiliser ces outils. On a eu l'exemple pas plus tard qu'il y a quelques semaines dans un cours où on demandait à des étudiants d'utiliser des IA génératives pour un exercice. Et j'ai certains étudiants qui ont refusé d'utiliser l'IA, qui m'ont dit, monsieur, moi je ne suis pas à l'aise avec le fait d'utiliser une IA parce que c'est contraire à mon éthique. Ces outils, ils consomment trop d'énergie, ils ont été entraînés sur des données volées. Donc voilà, moi je suis pas d'accord d'utiliser ces outils. Il y a tout un mouvement hein, de personnes qui s'appellent même les véganes de l'IA, hein, des personnes qui refusent pour des raisons éthiques d'utiliser l'IA. Mais comment gérer en quelque sorte ces profils-là en tant qu'université? Donc voilà, le défi socio-technique ici, c'est comment gérer ces étudiants pour des raisons, ma foi, très légitimes de consommation énergétique ou de souveraineté dans nos classes. Autre défi, c'est évidemment, je l'ai un peu parlé, hein, j'en ai un peu parlé, ce sont les données d'entraînement de ces LLM. Je l'ai dit, ces outils ont été entraînés sur des très larges quantités de données, parfois pas toujours de manière très éthique. Hein. Maintenant, c'est documenté que OpenAI a parfois scrappé des données de manière illégale hein, sur certains sites. En fait, mener à une certaine homogénéisation des productions. Donc le problème, c'est que ces LLM reflètent une certaine vision du monde, évidemment, de par leurs données d'entraînement, vu qu'ils sont entraînés sur les mêmes types de données, ils vont produire des résultats qui sont relativement homogénéisés. Et alors, on pourrait se retrouver, comme Homer Simpson ici, au milieu de personnes qui ont des productions complètement homogènes. Là aussi, si vous avez déjà enseigné peut-être dans un cours et vous avez demandé de faire un travail de groupe, vous avez peut-être remarqué que de plus en plus, il y avait les mêmes formulations de phrases qui revenaient, les mêmes idées qui revenaient. Évidemment, c'est une conséquence naturelle de l'utilisation à large échelle de ces LLM. Et là, le défi évidemment très important pour l'université, c'est comment lutter contre cette homogénéisation des productions et des savoirs à l'heure des LLM. Huitième défi, c'est là le fait que les étudiants puissent, on va dire, avoir des prompts de plus en plus
précis, on va dire, pour générer du texte. Donc, à l'époque, c'était assez facile de repérer des étudiants qui utilisaient l'IA de manière un peu bête, hein, je dirais, parce qu'on remarquait vite les erreurs, les formulations hasardeuses, etc. Alors que maintenant, bah, d'une part, les modèles s'améliorent, et d'autre part, il est maintenant très possible d'entraîner l'IA sur son propre mode d'écriture, lui demander de même faire quelques erreurs. Enfin, il y a moyen d'optimiser les productions, de sorte que ça devient très très difficile de détecter le texte qui est généré par IA. Et donc ça, je dois peut-être dire quelque chose ici de très important. Je ne suis pas un spécialiste en détection de textes générés par IA de manière technique, mais je fais confiance à mes collègues en informatique qui disent que les détecteurs de contenu d'IA ne sont pas encore assez fiables à ce stade-ci, hein. C'est très difficile de pouvoir dire avec certitude que ce texte est généré par IA. Ben voilà, ça pose des soucis, hein. C'est comment en fait avoir une confiance pédagogique quand on n'a aucun outil qui nous permet de détecter fiablement ces productions. Neuvième défi, le fait que on ait de plus en plus d'agents, on va dire, personnalisés pour le coaching d'éducation. Et ça pose des questions sur la nature même de l'université, en fait, et de l'enseignement supérieur. Quel avantage compétitif, hein, pour parler dans des termes un peu business, hein, c'est ma spécialité, quel avantage compétitif on a comme université, comme institut d'enseignement supérieur, face à des étudiants qui peuvent utiliser des profs particuliers à la maison. Là, je vous donne un exemple, c'est Atlas, par exemple, c'est une IA générative, on va dire, customisée pour l'enseignement. Ben, comment on préserve l'avantage compétitif? Ben, ici, j'ai mis de l'UNAMUR pour mon cas en particulier, mais ça peut être de toutes les institutions, malgré la rapidité de développement de ces LLM. Qu'est-ce qu'on offre, en quelque sorte, de différent en tant qu'institut d'enseignement supérieur par rapport à ces LLM? Enfin, dernier défi, donc désolé si c'était un peu long, mais évidemment, le fait que les IA soient largement adoptées et hypées, hein, là on a un séminaire qui traite de l'IA, c'est très bien évidemment, parce que c'est on va dire, c'est un enjeu de société là en 2026. Je dirais que le risque pour l'université et les institutions d'enseignement supérieur, c'est que ça peut invisibiliser d'autres technologies et d'autres enjeux. Je vous donne ici un exemple d'un paper qui, par exemple, a fait une taxonomie de tous les systèmes d'IA qui peuvent être utilisés dans l'université. En fait, c'est ce que je reviens à ce que je disais au début, l'IA générative n'est qu'une technologie d'IA parmi beaucoup d'autres. Et parfois, il y a des technologies qui sont bien plus matures, bien plus pertinentes pour certaines tâches très spécifiques. Par exemple, prédire à quel point les étudiants peuvent avoir des drop-out, à quel point les étudiants, à un moment, vont décrocher dans le cours, hein. Il y a des systèmes prédictifs qui permettent, à partir de certains exercices, de prédire ça de manière assez précise. Ben, pourquoi ne pas peut-être un peu plus investir et investiguer ce type d'utilisation précise de l'IA plutôt que des techniques un peu plus hypées d'IA générative. Donc là, ici, le défi, c'est comment ne pas invisibiliser, on va dire, des technologies plus banales, même des technologies d'IA plus banales, et des enjeux pédagogiques très importants malgré cette focalisation sur les LLM. Et donc, j'en arrive un peu à ma conclusion ici. Vous vous souvenez de mon petit laïus sur le lien entre système social et système technique. Là, en quelque sorte, dans ma présentation, vous auriez raison de me dire que je me suis concentré seulement sur l'impact du système technique sur le système social. Je me suis simplement intéressé sur comment des fonctionnalités, on va dire, des IA génératives vont avoir un impact sur la manière dont on fonctionne dans l'université. On pourrait légitimement se poser une question, mais comment on peut influencer, en tant que système social, en tant qu'institut d'enseignement supérieur, le système technique et contraint, en quelque sorte, l'utilisation de ces outils. Et là, ben, dans la littérature en fait, scientifique, on propose souvent de travailler sur, on va dire, trois éléments. Soit avoir un impact sur la technologie directement, avoir un impact sur la formation des acteurs, ou avoir un impact sur la structure de nos universités mêmes. Là, je prends encore l'exemple de l'UNAMUR. Vous savez, à l'UNAMUR, on a 4 grandes valeurs, liberté, excellence, soutenabilité, ouverture. Mais comment on pourrait, en quelque sorte, faire en sorte que ces valeurs soient respectées par l'utilisation des IA génératives? Et évidemment, ben, je prends juste l'exemple de la soutenabilité. Ben, on peut se douter que les IA génératives type ChatGPT ne sont pas adéquates par rapport à ces valeurs de soutenabilité actuellement. Donc, quelques pistes, hein, je ne dis pas ici qu'il n'y a pas de solution magique, évidemment. Pour travailler sur la technologie, on pourrait se dire, ben, on peut forcer l'utilisation d'une IA qui nous semble plus éthique. Là, j'ai mis l'exemple de l'IA de Microsoft, qui n'est pas forcément la plus éthique d'ailleurs de toutes les IA. Mais on pourrait se dire, on force nos étudiants, ou on encourage fortement nos étudiants à utiliser une IA qu'on estime plus en phase avec nos valeurs. L'UC Louvain, donc une autre université belge, a développé leur propre IA, Piccolo, entraînée sur des données de manière plus éthique, qui est plus en phase avec les valeurs de l'université.
Autre élément, autre manière de peut-être travailler sur ce système social, c'est de construire des cours de sensibilisation. Là, à l'UNAMUR, on a créé un cours pour toute l'université sur l'IA que nos collègues, que nos étudiants suivent, pour en fait se mettre à niveau par rapport à toute une série de thématiques. Et enfin, on peut travailler sur les structures. Donc là, je vous ai mis une image de la CIA. C'est pas pour parler de l'agence américaine, mais pour vous parler du Conseil de l'intelligence artificielle, donc le CIA, que nous avons à l'université de Namur, qui est en fait un conseil qui essaie de cadrer en quelque sorte l'utilisation de l'IA. Ça, il y a des universités qui ont été beaucoup plus rapides que nous. Par exemple, la CLI Leuven, qui a sorti toute une série de règles, de guidelines pour une utilisation responsable de l'IA, qui va venir contraindre en quelque sorte la manière dont les étudiants peuvent l'utiliser. Ben, ça, c'est effectivement un autre travail que nous pouvons faire en tant qu'université pour cadrer cette utilisation. Et donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Désolé pour le petit problème technique au début et je serai maintenant évidemment ravi de répondre à vos questions. Voilà, merci Monsieur Simonowski là, pour votre présentation, très claire par rapport aux enjeux et aux défis aussi que l'université a à relever par rapport à cette IA. Est-ce qu'il y a dans le public des personnes qui souhaitent poser une question à Monsieur Simonowski? Il devra nous quitter dans quelques minutes, donc c'est le moment éventuellement de lui poser en direct ou éventuellement par rapport au chat. Dans le chat, je ne vois pas spécialement de questions. Cécile, tu n'en vois pas non plus, hein? Non, Alors, non, est-ce qu'il juste y a... une remarque. Mais n'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez poser une question. Et merci à Robin Guéric qui me précise pour Piccolo. Effectivement, j'ai dû être un peu rapide, donc merci beaucoup pour ces précisions. Je vois qu'il y a Mokhtar qui veut poser une question. Je dois réactiver les micros un à un. Parfois, ça prend un peu de temps, mais je pense que Mokhtar, si vous voulez poser votre question, est-ce que ça fonctionne? D'accord, merci beaucoup pour la communication. Ça a été vraiment très, très instructif. Au fait, la question que je voudrais poser, c'est le lien entre l'interaction, par rapport à l'interaction entre l'enseignant et les étudiants. Parce qu'on sait que l'impact de l'IA diminue beaucoup l'interaction entre étudiants et enseignants, notamment par rapport à... Parce qu'aujourd'hui, l'IA est là pour servir, alors que l'enseignant, c'est un être émotif avec toutes ses émotions, avec tout ce qu'il peut y avoir comme humeur. Et du coup, on voit au niveau du cours, de plus en plus des étudiants qui ne sont pas aussi motivés à poser des questions. Du coup, ils se disent que, bon, après, ils peuvent poser des questions à l'IA qui est là pour beaucoup plus servir et sans humeur aussi. Ouais. Donc, c'est surtout ça la question. Alors, je vous remercie. Déjà, peut-être un petit préambule par rapport à ça. J'aimerais aussi clarifier le point de vue par lequel je m'exprime. Moi, je ne suis pas du tout un expert en éducation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, je travaille beaucoup sur l'impact des technologies dans les organisations, l'université étant un type d'organisation. Donc, j'ai vraiment cet angle socio-technique en tête, hein. Donc, je suis sûr que d'autres collègues, après, qui auront plus un focus éducation, pourront apporter un éclairage différent. Avec mon point de vue, en fait, pour vous répondre, je crois que c'est vraiment ce déplacement d'autorité qui est vraiment intéressant de mentionner. En fait, c'est quelque chose qu'on remarque parfois aussi dans les entreprises, en fait, hein. C'est que imaginez un conseil d'administration d'entreprise, il y a beaucoup de plus en plus de manières parfois de trancher maintenant une question parfois épineuse dans ce type de réunion. Ça va être de dire, on demande à l'IA et on voit un peu ce que l'IA va dire et on va prendre un peu pour argent comptant cet output parce que en fait, on va déplacer en quelque sorte l'autorité qui avant était réservée peut-être à certains experts, à certains collaborateurs. On va le déplacer dans cet outil qui peut paraître magique. Et alors, moi, mon point de vue par rapport à ça, c'est que ça vient selon moi, plutôt d'un manque de compréhension fin du fonctionnement technologique de ces outils, en fait. C'est pour ça que je parle vraiment de défis socio-techniques, c'est parce que pour moi, c'est très important de comprendre quelles sont les fonctionnalités exactes des IA génératives, quelles sont la manière dont elles ont été entraînées, la manière dont elles fonctionnent, pour pouvoir en identifier les limites claires et s'assurer, en quelque sorte, que évidemment, on peut donner de l'autorité à l'IA, on peut déléguer certaines tâches par rapport à l'IA, mais qu'on le fasse en tout cas en ayant en tête ces limitations techniques. Donc ça, c'est un peu ce que je vous répondrai avec ma casquette, je dirais. Mais voilà, je suis sûr que les autres orateurs par la suite pourront donner des réponses
complémentaires. Je vois une autre question dans le chat, je peux me permettre de vite reprendre, de Fatima, qui demande comment on peut nous assurer que les IA utiliseront uniquement l'IA, comment les étudiants, pardon, utiliseront uniquement une IA plus éthique comme Piccolo. Par exemple, donc ça, je laisserai peut-être, je ne sais pas si donc Robin du Louvain peut faire un partage d'expérience. Moi, je peux vous dire ce qu'on essaie de faire à l'UNAMUR, en tout cas. On n'a pas forcément le focus sur les étudiants, mais on essaie de faire en sorte que nos membres du personnel, par exemple, utilisent plutôt l'IA Copilot de Microsoft plutôt que le ChatGPT. En fait, ça, c'est pas non plus un nouveau phénomène, hein. On a toujours parlé à l'époque de ce qu'on appelle du shadow IT. Donc, c'est le fait que dans certaines entreprises, des collaborateurs utilisent des outils informatiques qui ne soient pas forcément ceux qui soient recommandés par l'université, par l'entreprise, ou qu'ils soient des outils qui aient été développés dans un spécifique département pour des tâches très spécifiques et qui nous semblent mieux fonctionner. Donc, voilà, ça, c'est pas évident. Moi, là, encore une fois, avec ma casquette système d'information, ce que je vous répondrai, c'est que je sais qu'il y a 4 grands facteurs qui poussent des utilisateurs à utiliser une technologie. C'est la perception d'utilité de la technologie, la facilité d'utilisation de la technologie, les conditions facilitantes au sein de la boîte pour permettre d'utiliser la technologie et l'influence sociale, donc c'est-à-dire le fait que beaucoup de gens autour d'eux utilisent aussi cette même technologie. Donc, moi, je vous dirais, pour suggérer la manière, pour stimuler l'utilisation de l'IA que vous souhaitez, il faudrait jouer sur ces 4 facteurs-là. Et voilà. Et je vois que Robin répond en live et c'est très intéressant parce que, par exemple, rendre l'outil gratuit pour tous, ben oui, ben c'est une manière de travailler sur la facilité d'utilisation versus les modèles payants, comme j'ai montré dans l'inégalité en termes de business model. Mais voilà, toute une série de facteurs sur lesquels travailler, évidemment, on pourrait y passer beaucoup de temps. Ok, peut-être une question de Marie. Je pense que vous pouvez remettre vos micros vous-même maintenant. Oui. Je pense que ça fonctionne, vous m'entendez. Oui. Merci pour votre présentation, monsieur. Dans les pistes que vous présentiez à la fin de votre exposé, il y avait celle du cours de sensibilisation, visiblement, que l'UNAMUR a déjà développé auprès des collègues et des étudiants. De quelle manière comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte que les étudiants et les enseignants participent à ces cours de sensibilisation? Est-ce que c'est inscrit pour les étudiants dans une UE en fonction du cursus? Enfin, voilà. Non, c'est une excellente question. Alors, c'est ce qu'on appelle une unité d'enseignement transversal pour l'Université de Namur. Donc, c'est pas du tout moi qui étais aux manettes pour développer ça. C'est mon collègue Benoît Frenet, qui est un peu c'est le président du conseil de l'IA, en fait, à l'UNAMUR, qui a, en fait, c'est l'avantage un peu aussi de la petite taille, je dirais, de l'UNAMUR, c'est qu'on a eu assez facile à constituer une équipe de personnes, d'identifier les personnes qui bossent sur l'IA au sein de l'UNAMUR et d'en dériver un cours où, et là, j'insiste, ce n'est pas un cours sur l'IA générative. C'est un cours où justement on veut faire comprendre que l'IA, ce n'est pas que l'IA générative, quels sont les différents cas d'application, quels sont les enjeux un peu plus transversaux par rapport à l'IA. Et évidemment, il y a des focus sur l'IA générative à certains moments, mais je crois que c'est vraiment un point très important de dire que ce n'est pas juste sur l'IA générative. Et ensuite, comment on stimule la participation, je dirais de 3 manières. Pour le public étudiant, c'est dans leur programme comme unité d'enseignement transversal, donc ils doivent choisir des unités d'enseignement transversales à un moment, et alors on remarque que naturellement ils vont beaucoup sur l'IA parce que c'est un sujet, je pense qu'il est réaliste, qui est assez important actuellement. Pour les membres du personnel, en fait, on permet tout simplement que ce cours soit donné en horaire décalé, donc il est donné à partir de 18 h. Donc ce qui est un peu moins confortable pour les étudiants, mais ce qui permet en tout cas à nos collègues de pouvoir y aller après une journée de travail, ce qui est parfois un peu plus facile pour se libérer, on va dire. Et en fait, on permet aussi des gens en pratique de le suivre via un système de micro-formation. Donc là, on a de plus en plus de personnes dans le monde de l'entreprise qui vient aussi la suivre, ce qui est extrêmement enrichissant. En fait, pour l'anecdote, je donnais le cours justement dans cette UET hier soir pour parler de la gestion de l'IA. Mais du coup, ça permet un dialogue en fait entre 3 profils très différents, étudiants, membres du personnel et membres externes de l'université, ce qui est très stimulant en fait dans les échanges. Merci. Donc, vous rassemblez les différents acteurs dans un même cours. Tout à fait. Très chouette. Oui, merci beaucoup. Et en fait, je crois que c'est une belle valeur ajoutée en fait. Oui, tout à fait. Parfait. Il me semble qu'il n'y a plus de questions, donc on va pouvoir effectivement libérer Monsieur Simonovski. Merci en tout cas d'avoir été présent aujourd'hui pour introduire Merci. un Je vais peu encore rester quelques cycle. minutes, mais ensuite vous quitterez. Merci pour l'invitation en tout cas. Ok, parfait. Alors, notre deuxième invité est Orlando Palermo. Vous travaillez à la Haute École en Hainaut. Comme maître assistant, vous enseignez le développement informatique et plus particulièrement le développement web.
Concernant l'IA, vous êtes particulièrement précieux dans votre haute école, car vous mettez en place des outils et de la documentation pour soutenir les membres du personnel dans leur activité quotidienne. Alors, Monsieur Palermo, une première question, quel type d'accompagnement leur proposez-vous très concrètement? Déjà, tout d'abord, un tout grand merci pour votre invitation. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Et alors, pour répondre à la question sous la forme de ce débat, c'est que déjà, on met en place toute une série de documentation en interne sur l'utilisation de tous les outils que nous proposons. Alors, pour chez nous, et pour être totalement transparent, nous utilisons déjà Copilot, qui permet en fait d'assurer une certaine forme de confidentialité au niveau des données. Déjà, il y a ça. Ensuite, nous avons listé en interne toute une batterie d'outils d'intelligence artificielle qui sont, disons, à risque modéré, ou alors, disons, assez préférables à utiliser. Et alors, Copilot sort dedans, mais également, on entend souvent parler aussi de tout ce qui est des outils de style NotebookLM, et ainsi de suite, qui sont hyper ultra pratiques aujourd'hui dans le monde de l'enseignement, mais qui, au niveau des données, disons que l'on ne fait pas superbement confiance à tout ça. Après ça, il y a aussi on met en place des assistants locaux par rapport en fait à des usages bien particuliers que n'importe qui, que ce soit enseignant et étudiant, peuvent employer. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, mais est-ce que c'est l'accompagnement que vous proposez, est-ce qu'il est fréquent dans d'autres établissements? À votre connaissance, quelle est la situation? Ok. Alors, c'est un peu, pour le coup, chaque département, chaque endroit d'enseignement chez nous a sa propre façon de gérer l'intelligence artificielle. Donc, chacun, au niveau des directeurs et directrices, se disent, bah voilà, j'ai plutôt envie de former sur telle façon à l'IA. Ben, ils sont libres de le faire. Au niveau de l'ALA, on met un canevas général que n'importe qui, en tout cas, peut suivre, mais chacun, après, est libre de mettre en place une formation comme il le souhaite. Ok, donc l'IA est souvent vue comme un outil permettant de pousser plus loin nos capacités, mais est-ce vraiment toujours le cas? Quel est un peu votre point de vue par rapport à cela? Ah. Alors, c'est une excellente question. En réalité, ça dépend de la façon avec laquelle on utilise une intelligence artificielle. Si maintenant, imaginons, je suis face à un problème assez difficile dans un cours. Allez, si j'utilise directement l'intelligence artificielle, je vais commencer à me fier à ce qu'elle me dit, à ne pas voir en fait toutes les autres informations que j'aurais pu trouver moi-même sur le côté. Donc on est en fait un peu comme ancré dans les premières réponses qu'elle nous donne. Donc ça, c'est quand même assez dangereux, mine de rien, de se fier directement à une IA. Par contre, la façon avec laquelle on pourrait développer nos capacités, c'est de toujours se fier d'abord à ce que l'on connaît et commencer le travail par nous-mêmes. Et puis seulement après, on peut jouer avec l'intelligence artificielle pour avoir la forme d'un avocat du diable. Comme ça, on peut essayer de méditer sur nos propos ou faire en sorte, en fait, justement, que l'IA contre-argumente par rapport à ce que nous avons imaginé initialement. Et ça, c'est plutôt, en fait, un usage qui peut vraiment augmenter notre productivité. En tout cas, c'est comme ça que je l'envisage. Au quotidien, donc, vous êtes donc en contact avec vos collègues enseignants, mais aussi pas mal d'étudiants. Quelles sont les mises en garde que vous leur partagez au sujet de l'utilisation de l'IA? Hmm. Alors, déjà, l'IA, ça se trompe. Disons que le terme qui qualifie ça, on parle d'hallucination. Alors, pourquoi? Si maintenant je vous dis, et si jamais vous posez la question à une intelligence artificielle, voilà, je suis un homme, quelle est ma couleur préférée? Ben là, comme ça a dit tout à l'heure, ce sont des probabilités. Donc ça va certainement en fait dire que ma couleur préférée, c'est le bleu. Alors qu'en réalité, l'intelligence artificielle n'en sait strictement rien du tout. Donc, la mise en garde, c'est attention, quand vous allez sur une IA, que ce soit sur Copilot, que ce soit sur ChatGPT, que ce soit sur Mistral et en fait toutes les autres qui existent, vous avez toujours une toute petite phrase qui est indiquée tout en bas que l'IA en fait peut se tromper, il faut tout le temps vérifier. Eh bien ça, ce n'est vraiment pas une phrase qui est anodine. En effet, ça se trompe, ça peut raconter n'importe quoi car cela ne comprend pas les informations que ça ressort. Et ça, c'est vraiment la mise en garde majeure que nous donnons en fait aux étudiants qui nous suivent. D'où viennent les données pour entraîner les modèles d'IA, Monsieur Palermo? Hmm. Alors, les données, ça vient un peu de tout ce qu'il y a sur Internet ou les livres qu'il y a. Donc, par exemple, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est des grosses bases de données qui existent que n'importe qui
a accès. On peut aller voir en fait tout ce qui est articles sur Wikipédia ou encore voir même des forums. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais de Reddit, qui est en fait un énorme site internet de conversation entre plusieurs membres sur des sujets divers et variés. Ça aussi, c'est utilisé pour entraîner les modèles d'IA. Alors, toutes ces informations-là, parfois, en effet, elles proviennent de faits vérifiés. Parfois, c'est tout simplement en fait des élucubrations qui proviennent de nulle part et d'échanges entre utilisateurs qui sont là juste en fait pour s'amuser. Donc, en fait, ces données-là, elles viennent d'énormément d'endroits et parfois, ça sort d'endroits, en tout cas d'une utilisation pas très légale. Alors, certains se disent que il est préférable de payer une amende comme ça, au moins, ils peuvent utiliser des données qu'ils n'ont absolument pas payées pour pouvoir entraîner leur modèle d'IA. Par exemple, tiens, je vais peut-être aller prendre tous ces livres-là, je ne demande absolument aucun consentement, tant pis, je vais payer l'amende, mais au moins moi, j'aurai quand même quelque chose sur lequel je me serais entraîné par rapport à mes concurrents. Donc on arrive en fait à quand même ce genre de choses où on préfère de payer pour avoir accès, payer une amende en tout cas, pour avoir accès à des données précieuses d'une manière en fait illégale, il faut bien l'avouer. Alors, les biais cognitifs existent-ils lorsqu'on utilise l'IA? Oui, oui, en fait, il y a pas mal de biais cognitifs. Donc, j'en ai déjà cité un tout à l'heure. On a le biais d'ancrage. Et en fait, le biais d'ancrage, c'est quoi? C'est donner beaucoup trop d'importance à la première information que nous avons reçue. Alors là, je vais vous parler d'un exemple très simple. Voilà, on est au marché et on voit un magnifique portefeuille et on voit directement le prix associé à ce portefeuille qui est de 20 euros. Allez, je me dis, bon, je suis un fin négociateur, c'est pas grave, je vais y aller, je vais essayer d'abaisser le prix. Alors là, je commence à négocier avec le vendeur et je lui dis, OK, je vous le prends, mais seulement si vous me le vendez à 15 euros. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que le vendeur, il dégage déjà une marge à partir de 10 euros. Et vu que la première information que j'ai reçue, c'est 20 euros, je ne vais pas aller beaucoup trop bas. Ça ne serait pas respectueux. Et en fait, quand on utilise une intelligence artificielle, on a la même chose. Quand on va lui demander, lui poser une question, la première information qu'elle va nous donner, on va trop se fier par rapport à ça. Et ça, c'est quand même un danger qui est assez majeur. Et alors, tout à l'heure, il y a monsieur Anthony a parlé de quelque chose d'assez intéressant, c'est tout ce qui est le biais de confirmation. Ça veut dire qu'on aura tendance, en fait, pas de par l'IA, à faire en sorte qu'elle souligne toujours nos propos, mais qui vont dans notre sens. Par exemple, tu as toujours raison, ce que tu dis est toujours exact, tu es un génie, c'est incroyable, tu fais surchauffer mes circuits avec beaucoup d'humour, bien sûr. Mais ça, c'est quand même un problème majeur parce que cela évite de se remettre en question. Bah oui, si j'ai toujours raison, pourquoi est-ce que je vais me remettre en question? Si c'est tout le temps bon, si je suis un génie. Et ça, c'est quand même un énorme problème. Et alors, il y a un troisième biais dont j'aimerais énormément vous parler, c'est le biais d'automatisation. Imaginons, voilà, juste après cette conférence, vous allez parler à votre IA préféré qui respecte vos données, bien sûr, et vous lui posez la question 2 plus 2. L'IA, si elle vous répond 4, ah, c'est incroyable, elle a trouvé la bonne réponse. Donc, vous risquez, à partir de ce moment, de lui faire davantage confiance, car elle vous a donné la bonne réponse. Mais l'effet inverse également existe. Si maintenant, vous lui reposez la question 2 plus 2, elle vous répond 24. Mais qu'est-ce que c'est nul comme outil? C'est incroyable ça. Mais comment ça peut se tromper comme ça? Vous ne lui ferez pas confiance. Et ça, c'est le biais d'automatisation. C'est faire confiance ou pas en fonction de la première réponse qui est correcte ou non reçue. Donc oui, des biais, il y en a tout plein quand on utilise ces outils-là. Déjà, nous autres, en tant qu'êtres humains, on contient énormément de biais. En fait, c'est comme des Pokémon, il en existe tout plein en fait, hein. Donc voilà, donc oui, tout à fait. Il y en a tout plein des biais quand on utilise l'IA. Oui. Alors récemment, ici en Belgique, là, il y a une rectrice d'université qui a été prise au piège des hallucinations lors d'un Oui, discours de rentrée académique. Alors, qu'est-ce que oui. c'est une hallucination, Monsieur Palermo? Alors, une hallucination, c'est quand vous demandez quelque chose à l'IA et qu'elle vous répond d'une manière très convaincante. Et au premier coup d'œil, on se dit, tiens, bah oui, bah ça doit être la bonne réponse. Mais quand on va un peu plus loin dans les détails, quand on commence à croiser des sources, on arrive à remarquer que bah, l'IA vous dit n'importe quoi. Et en fait, ce n'importe quoi-là, une IA a été faite quand même pour converser avec nous. Elle n'a pas été faite pour être factuelle.
Ça, c'est un point quand même qui est hyper important à mémoriser. Et donc, quel est le plus grand danger d'une hallucination? C'est que l'on s'arrête à la première impression que nous avons reçue, c'est-à-dire, elle a raison. Et ça, les hallucinations, c'est quelque chose qui permet malheureusement, de propager par exemple tout ce qui est fake news et compagnie. Car ce sont des machines quand même fantastiques pour produire énormément de contenu, d'où IA générative. Mais après, pour débunker ça, pour démontrer finalement que c'est tout simplement des faits qui ont été inventés de toutes pièces, c'est énormément compliqué. Donc, pour lutter contre les hallucinations, la première chose que je vous invite à faire, c'est d'abord commencer un travail par vous-même, puis éventuellement demander à l'IA, puis enfin, c'est toujours vous baser, même avant de demander à l'IA, de croiser les sources avec tout ce qu'il y a de littérature scientifique ou encore des livres. Toujours faire ça, toujours croiser les résultats, douter de la moindre virgule qui a été écrite par une intelligence artificielle. Je me rends compte de ce que je dis, c'est quand même un peu fou alors que je donne des cours là-dessus, mais enfin, soit douter tout le temps, à chaque instant. Surtout aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a des intelligences artificielles qui filment en direct notre caméra et on peut prendre la peau de n'importe qui. Allez, c'est parti, j'ai envie de me transformer en Will Smith, donc je reste comme ça devant la caméra et c'est Will Smith qui apparaît devant votre écran. C'est fou, hein. C'est quand même dingue. On arrive quand même à quelque chose aujourd'hui de à la fois merveilleux et à la fois excessivement dangereux si c'est utilisé à mauvais escient. Alors, dans le cadre du monde académique, notamment les recherches, mais aussi tous les travaux effectués par les étudiants, pouvons-nous communiquer tout type d'informations aux IA? Alors, il faut faire super attention à ce que nous communiquons, en tout cas au niveau des intelligences artificielles. Je m'explique. Si maintenant, vous travaillez pour une entreprise, vous avez un carnet d'adresses de clients, jamais ne l'envoyez à ChatGPT. Pourquoi? Parce que lui, de base, il va prendre vos données et il va éventuellement entraîner ses modèles dessus et les informations pourraient aussi fuiter. Donc, surtout, toujours anonymiser les données. Et si jamais vous avez le moindre doute sur un fichier PDF ou une information que vous communiquez à une IA, ne la communiquez surtout pas. Donc, quand on communique avec une IA, jamais envoyer des données confidentielles. Faites toujours très attention avec les outils que vous employez, même si d'apparence c'est gratuit. Quand c'est gratuit, c'est que nous sommes très probablement le produit. Et ça, avec ChatGPT, en tout cas, ils l'ont bien compris. Et je vous invite même à lire en fait la politique de confidentialité. Bon, c'est quand même un document qui n'est pas super agréable à lire, je dois bien l'admettre. Mais on voit quand même que, en effet, au niveau des données, ils peuvent en tout cas s'entraîner sur ce que vous envoyez. Alors, ça dépend évidemment des désabonnements, bien sûr. Mais alors, bien sûr, pour répondre à la question initiale, non, on ne peut pas envoyer n'importe quoi en fait à des IA. Alors, beaucoup de chercheurs doivent faire du développement informatique pour automatiser la collecte des données, les traiter, analyser aussi les résultats. Est-ce qu'il est possible de faire du développement informatique avec l'IA? Oui, aujourd'hui, en fait, le développement informatique, j'en fais moi-même. J'utilise un outil qui, aujourd'hui, permet de générer des centaines, voire parfois même des milliers de lignes de code avec l'aide juste d'un prompt. Un prompt, donc, pour rappel, c'est quoi? C'est une requête que nous adressons à une IA. Alors moi-même, je tiens un site internet et moi-même, je l'utilise, mais avec parcimonie. Ça veut dire que je fais toujours très attention à ce qu'elle me fait et j'essaye tout le temps de comprendre à 100%. Ça veut dire que je ne publie pas un code que je ne comprends pas. Et aujourd'hui, en tout cas, on parle de plus en plus de ces outils-là. N'importe qui peut développer une application sans avoir finalement, en fait, les connaissances de base. Donc ça veut dire que si vous avez du mal à comprendre un cours, vous pouvez utiliser un outil qui va créer pour vous, en fait, tout un matériel pédagogique pour comprendre une matière précise. Alors, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je dis qu'aujourd'hui c'est possible. Et surtout, utiliser des outils de programmation alors qu'on ne sait pas programmer, c'est excessivement dangereux. Je parle par exemple de la sécurité. On pourrait laisser des trous béants en fait dans une application par rapport à ça. Donc aujourd'hui, oui, et ça se démocratise de plus en plus. Aujourd'hui, vous avez des outils, pour ne pas citer de nom, qui coûtent 20 € par mois. Vous pouvez coder à volonté ou presque. En tout cas, et à chaque fois, il y a des limitations au niveau de tokens. C'est ce que nous envoyons en fait aux intelligences artificielles.
Voilà. Donc oui, aujourd'hui, c'est possible. Et j'avoue que je ne sais absolument pas de quoi demain sera fait, mais je ne sais pas à quoi va ressembler le futur. C'est clair et net. Alors qu'avant, ce sont des développeurs, et il y a toujours des développeurs bien sûr, qui codaient un outil en des mois ou des années. Aujourd'hui, on arrive à faire des fonctionnalités en 2, 3 jours. Enfin, c'est fabuleux, ou pas? Oui. Alors, une dernière question, Monsieur Palermo. Donc, on l'a bien compris, on peut être beaucoup plus productif en utilisant l'IA, mais est-ce que Oui. l'usage peut aussi être effectivement utilisé à mauvais escient? Oui, totalement. Par exemple, ça a déjà été fait en politique. Par exemple, pour tout ce qui est le Front National, ils ont créé, je ne sais plus qui exactement, c'est une fausse personne qui a pris les traits d'une personne politique extrêmement connue, qui ont affiné et rajeuni pour faire en sorte que les jeunes puissent voter pour ce parti-là. Donc oui, il y a de la propagande qui peut être utilisée de par IA, et aussi qu'est-ce que l'on peut faire maintenant? On peut tout simplement faire des arnaques personnalisées. Admettons, j'ai un profil Facebook public où je mets plein d'informations. Tout le monde peut y avoir accès étant donné que c'est public. Alors, ce que l'on peut faire, c'est que l'on peut faire du screening automatisé par IA. On regarde ce que la personne publie, on regarde ce que la personne aime, on regarde ce que la personne n'aime pas, on regarde la passion de la personne. Et après, je peux concocter un mail de toutes pièces pour essayer d'imiter un proche pour justement essayer de prélever de l'argent et arnaquer de l'argent à une personne. Donc, oui, ce sont des outils qui sont merveilleux s'ils sont bien utilisés, mais d'un autre côté, maintenant, si c'est utilisé à mauvais escient, on peut faire des arnaques personnalisées à la personne, destinées à une personne en particulier, et on peut automatiser ça en quelques minutes à peine. Alors, déjà avant, la phrase était correcte, c'est-à-dire qu'il fallait douter de tout à n'importe quel instant, mais aujourd'hui, c'est pire. Et ça demande une énergie telle, parce que tout ce que vous lisez, tout peut avoir été créé de toutes pièces par une IA. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans des articles de journaux, mais on a vraiment un article standard, et à la toute fin, on a la petite phrase à la ChatGPT, si jamais vous voulez encore autre chose, n'hésitez pas à me le demander. Alors, s'il n'y a rien que ça déjà dans des journaux, mais c'est... Imaginez où ça peut encore se trouver. Je parle parfois avec des commerçants locaux, mais toutes les images, tout leur profil, tout leur statut Facebook, c'est fait par des IA. Qu'est-ce qu'il y a d'humain derrière? C'est une question qu'on peut légitimement se poser. À la fin, est-ce que ce seront des IA qui vont communiquer entre elles en guise d'interfaçage d'êtres humains? Vraiment, je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste. Je le suis encore. Je trouve cette technologie-là incroyable, mais très dangereux également. Vraiment. Et alors, juste une petite phrase. Pour montrer tout ça, j'ai créé même une petite conférence qui s'appelle Sombria. C'est quelque chose d'assez spécial où c'est une bataille entre les êtres humains et une intelligence artificielle. Et ça montre tous les pièges, en fait, que cette intelligence artificielle peut nous tendre. Et voilà, c'est un jeu assez amusant. Et aujourd'hui, faites super attention à vous, faites super attention à vos neurones et ne les laissez surtout pas être contaminés par des hallucinations qu'une intelligence artificielle peut créer de toutes pièces, juste pour faire du bien ou pour faire du mal. Donc voilà, ça sera peut-être le dernier mot en tout cas de la fin de ce débat, mais c'est des outils merveilleux qui, une fois, sont bien utilisés, mais ce sont aussi des outils qui peuvent parasiter, en tout cas, notre temps de cerveau pour soit générer de mauvaises idées ou soit pour corrompre aussi d'autres personnes. Voilà. Ok, merci bien, Monsieur Palermo. Voilà, c'était des cas très pratiques, beaucoup de recul aussi par rapport à l'émergence de cette technologie. Donc, merci effectivement d'avoir partagé un peu votre expérience dans votre haute école, mais aussi dans votre vie effectivement personnelle. Donc, effectivement, vous avez effectivement parlé de cette conférence Sombria. Donc, on ne désespère pas effectivement peut-être faire appel à vous à nouveau ici à la RES pour que vous puissiez nous présenter effectivement cette animation qui a l'air passionnante. On reviendra sans doute vers vous dans les prochaines semaines ou mois. Avec Merci grand encore. Et plaisir. alors, pour le public, vous pourrez poser vos questions à M. Palermo donc à la fin de la présentation suivante, qui est avec Madame Rachel Akimana. J'espère qu'elle nous entend. Rachel Akimana est basée à Bujumbura, donc on devrait effectivement échanger avec elle depuis le Burundi.
Elle est enseignante-chercheur à la Faculté des sciences de l'Université du Burundi, où elle est aussi directrice de l'assurance qualité. Alors pour info, elle a présenté sa thèse à l'ULB, c'était en 2008, et cette thèse avait pour thème cryptographie et sécurité. Alors son domaine de spécialisation est donc la sécurité informatique, avec un intérêt particulier pour la protection des systèmes d'information, la gouvernance des données et les enjeux liés à la cybersécurité. Alors, dans le contexte actuel marqué par l'essor rapide de l'intelligence artificielle, Rachel Akimana s'intéresse particulièrement aux implications de la prise de décision assistée par l'IA. Donc, son point de vue sur le développement rapide de l'IA dans son pays, le Burundi, mais aussi à l'échelle africaine, sera vraiment très intéressant à écouter pour nous tous. Alors, Madame Akimana, merci de prendre la parole depuis Bujumbura. Vous nous entendez? Oui, oui, je suis là. Donc, mais voilà, donc je rappelle en deux mots, donc vous êtes enseignante, chercheur à l'Université du Burundi. Hop. Oui, je suis là. Ah, voilà. Donc, je disais que c'était important pour nous de vous avoir avec nous malgré tout aujourd'hui parce que vous allez pouvoir effectivement parler un peu de la situation de l'IA au Burundi, mais bien au-delà aussi parce que vous intervenez souvent sur la question dans d'autres pays d'Afrique. Alors, une première question, c'est qui touche directement à votre domaine d'activité à l'Université du Burundi. Comment la qualité, la gouvernance et la sécurité des données influencent-elles l'efficacité et la fiabilité de l'intelligence artificielle? Merci beaucoup pour l'invitation. Est-ce que vous me recevez comme ça? Oui. Merci pour l'invitation. Je suis très honorée de participer dans cette activité. Et je tiens sincèrement à m'excuser avant tout pour la qualité du son, pour ce qui s'est passé. Je remercie aussi pour ce qui a été fait pour que je puisse vraiment, malgré tout, participer. Et la question que vous posez concernant la qualité, la sécurité, la gouvernance des données, elle est vraiment primordiale. Oui, on ne vous entend plus. Est-ce que vous pouvez essayer de réactiver votre micro parce qu'il semble que ça passait quand même par Teams, c'est pas uniquement Oui. WhatsApp. Désolée. Vous m'entendez comme ça? Oui, je vous entends très bien. Oui, mais je pense que votre son passait par Teams. Est-ce que vous pouvez simplement essayer de réactiver votre micro? J'essaie de vos côtés aussi. Mais Oui, on ne vous entend plus. Est-ce que vous pouvez essayer de réactiver votre propre micro de votre côté parce que l'application, étonnamment, ne me le permet pas. Ah voilà, normalement il est réactivé. Si ça reprend, on devrait, j'espère, vous entendre mieux. Parce que tout à l'heure, on vous entendait avec un écho, mais on vous entendait mieux. Allez-y. Maintenant, vous m'entendez? Je suis vraiment très heureuse parce que je me faisais vraiment du souci qu'une telle occasion d'échange n'allait pas se passer. Et merci. Ben alors, je vais, sans perdre beaucoup de temps, continuer sur la question. J'étais au niveau de la problématique de la qualité des données. Et là, je vais focaliser l'attention sur le contexte des pays qui sont les nôtres, où nous évoluons dans des environnements informatisés, mais pas complètement informatisés. Par exemple, je prends l'exemple d'une université, vous pouvez avoir certains processus qui sont informatisé, d'autres pas. Par exemple, le processus académique est informatisé, le processus social pas informatisé. Alors, lorsque vous utilisez l'IA, l'IA comme outil d'aide à la prise de décision dans les processus d'une institution partiellement informatisée, l'IA n'ayant pas de problème, vous avez vraiment utilisé un bon outil IA, mais il peut vous amener à des décisions qui sont biaisées. J'ai pris l'exemple, par exemple, vous savez bien que les outils IA
peuvent être utilisés, par exemple, au niveau des universités pour détecter certains processus, certaines tendances, par exemple, la probabilité que certains étudiants abandonnent l'école. Donc, quelles sont les grandes chances qu'un étudiant avec tel profil abandonne? Et suppose que cette IA utilise comme données la participation, les notes aux étudiants, la participation dans la plateforme, la participation en cours. So, données comme l'étudiant ayant le plus grand probabilité d'abandonner, celui qui ne se connecte pas à la plateforme. Mais cette information, c'est parce que c'est celle-là qui est disponible. Mais il y a des étudiants qui ne parviennent pas à se connecter parce qu'ils n'ont pas les moyens de se connecter sur Internet. Ils n'ont pas d'ordinateur. Alors, si les données sociaux, si le processus social n'est pas informatisé, on pourrait amener l'IA étant ce qu'elle est, je ne sais pas dire qu'elle est parfaite, à donner un mauvais résultat. En fait, les IA, lorsqu'elles sont entraînées sur des données qui ne sont pas complètes, elles risquent de donner des résultats incomplets. Donc, c'est la situation dans laquelle nous sommes dans nos pays, où nous avons des difficultés à avoir des données, où nous avons la disponibilité même des données s'oppose, parce qu'on trouve des données qui sont dispersées dans des îlots, sans avoir des systèmes intégrés, des systèmes centralisés, et des données qui sont récoltées des fois sans le respect des mécanismes de bonne gouvernance. C'est-à-dire gouvernance des données. Là, je parle de bonne gouvernance, c'est la gouvernance des données sur la collecte, sur le stockage, sur le partage. Et les situations vont plus loin lorsqu'on a des défis ou des infrastructures, des systèmes qui sont vraiment partiellement informatisés. Alors, l'usage de IA dans nos contextes, j'ai aimé la présentation de mon collègue. Nous, on est dans une situation transitoire où on pousse, où on essaie de faire face à ces défis. Et on est dans une situation d'éblouissement, bien sûr, et le problème des données se pose avec acuité parce que sans la présence des données locaux qui sont représentatifs de la situation qui est la nôtre, l'utilisation de l'IA va nous donner de beaux résultats, mais qui ne sont pas vraiment corrects, du moins, ou bien qui sont biaisés, si je peux parler comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Ce que je me dis, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas vraiment une fatalité, c'est de mettre en œuvre des mécanismes de gouvernance des données, bien sûr, et essayer aussi de développer des systèmes intégrés d'information. Et ça va plus loin, c'est d'avoir un schéma directeur d'informatisation même du système dans lequel nous sommes, au lieu de prendre des choses qui se présentent et vous les mettez, vous les implémentez quelque part, vous les prenez, vous les implémentez quelque part, et des fois vous avez des silos qui ne communiquent pas, et lorsque vous amenez l'IA à être utilisé comme outil d'aide à la prise de décision dans un environnement pareil, ça va vous donner des résultats généralement très bons, mais ce n'est pas réellement fait pour vous. Ça n'a pas été conçu pour vous et ça ne vous donne même pas les résultats qui conviennent pour vous. C'était ça en ce qui concerne la problématique des données, qui est vraiment un problème qui se pose avec acuité chez nous. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais vous pouvez… Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui. Si on évolue un peu sur le terrain de la fiabilité et de la transparence aussi, Madame Akimana, comment s'assurer que les décisions qui sont prises par les systèmes IA sont réellement fiables, équitables et transparentes? Oui, merci beaucoup pour la question. Je vais toujours me mettre dans la situation qui est la mienne, dans laquelle je vis. Vous savez, malgré les seules figurantes de l'IA,
nous nous positionnons la plupart des fois comme des consommateurs. Des consommateurs. Nous sommes vraiment de notre côté des consommateurs IA, où nous utilisons les IA qui ont été développés ailleurs. Et il est vrai, il y a des pas vers le développement, mais nous sommes vraiment généralement des consommateurs. Et là, le problème qui se pose dans cette période de, je ne sais pas si c'est le début, mais pour nous, nous sommes vraiment tout au début, même si les autres ont déjà fait des pas dans l'écosystème IA. Consommateurs que nous sommes vraiment émerveillés. Nous sommes dans une situation d'émerveillement. Nous sommes épris d'enthousiasme. Ici, quand je dis nous, c'est moi en tant que responsable, ce sont les étudiants, ce sont les enseignants. Ils sont vraiment très enthousiastes à voir les résultats que l'IA donne. Hein? Les IA donnent, c'est très beau, c'est bien structuré. Et on a l'impression que si on ne tire pas attention, on risque de surestimer les capacités de l'IA. Hein? Et c'est cette situation, tu peux rencontrer des gens qui vous disent « Ceci m'a été donné par ChatGPT, mais vous êtes qui pour mettre en doute ça ?» On est encore à cette situation. Et les gens sont très contents. Ils sont très contents. Et quelque part, vous avez un très beau graphique. Hein? Et c'est bien habillé, le texte autour est très beau. Les gens pensent qu'il ne peut pas y avoir d'erreur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Parce que nous ne développons pas, nous sommes au niveau des consommateurs et des fois, nous prenons les outils les moins chers, situations économiques qui sont accessibles par PA, des fois en open source. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est amener les gens, c'est éclairer les gens, c'est éclairer les utilisateurs. Nous sommes encore au niveau de l'accompagnement des utilisateurs. Nous sommes au niveau des formations des utilisateurs. Qu'est-ce que c'est l'IA? Est-ce que c'est toujours vrai? Il ne faut pas vraiment penser que c'est une technologie infaillible. Nous sommes toujours à ce niveau-là. Et aussi, nous sommes en train de mettre en place, nous réfléchissons déjà à des mécanismes de contrôle de CIA. Si par exemple, une institution se décide à intégrer une IA dans le système de gestion, que ce soit académique, qu'il y ait quand même un œil humain derrière, qu'il y ait un comité de contrôle. Nous sommes vraiment essayés, nous poussons, je parle en qualité de responsable assurance qualité, d'éveiller la conscience des gens, de former, c'est vraiment à ce niveau-là, parce que nous savons très bien qu'il y a un pas de passer de purement consommateur à producteur, il y a un pas, mais ce qui est important, on n'empêche pas les gens à utiliser l'IA. On sait bien que nos étudiants utilisent l'IA. Nous savons très bien que les enseignants utilisent l'IA. Ce que nous faisons, c'est de pousser, d'éclairer, de former et de mettre des garde-fous. Voilà ce que nous sommes en train de faire et c'est à ce niveau-là que nous sommes à notre niveau. Merci beaucoup. Alors, en termes de responsabilité, d'éthique, comment définir et répartir la responsabilité dans l'utilisation de l'IA? Quels mécanismes de gouvernance, justement, doivent être mis en place pour protéger les droits et assurer aussi un peu une certaine forme de traçabilité des décisions? Oui, ça, c'est une question intéressante. J'apprécie beaucoup, mais qui est très complexe, très complexe dans la mesure où je ne suis pas juriste. Hein, je ne suis pas juriste, vous allez vous rendre compte que je vais me limiter à un raisonnement cohérent. Et je vais aussi me placer dans la situation qui est la mienne où ce que nous utilisons généralement comme IA, ce sont ces IA faciles d'accès, généralement non payants. Alors, je prends un exemple simple pour étayer mes propos.
prenez une IA accessible en open source que vous intégrez dans le système, par exemple, de gestion de la recherche dans une université et que vous l'utilisez, par exemple, comme outil dans la sélection, dans le processus de sélection des chercheurs, des centres de recherche à financer, par exemple, sur une base des critères bien évidemment bien définis. Vous dites, vous favorisez la production scientifique, vous favorisez la coopération, les partenariats, vous favorisez l'alignement aux objectifs stratégiques de l'institution. L'IA peut, à la fin, vous proposer de financer un certain nombre de centres de recherche, mais vous êtes étonné de vous rendre compte qu'à l'issue du processus, il y a un centre de recherche qui n'a pas été financé parce qu'elle n'a pas de partenaire avec des institutions connues au niveau mondial. Et c'est ça vraiment propre à l'IA, parce que les institutions, il y a des partenariats avec les institutions locales au pays, ou bien même dans la région. Et celle-là a été recalée parce que le partenariat n'est pas bon. Mais comme vous avez des droits de recours, bien évidemment, le centre de recherche, le comité d'analyse se rend compte que, bien évidemment, le centre de recherche méritait le financement. Ici, j'ai pris le cas simple où il n'y a pas mort d'homme, parce que dans d'autres situations, l'IA peut amener à commettre des préjudices fatals. Alors, bien évidemment, le comité d'analyse, bien que ce ne soit pas très important, peut analyser qui est le responsable, peut essayer d'identifier le responsable. Là, je me dis, si l'institution réellement a utilisé une IA open access et que c'est elle, celle-là qui n'a pas conseillé, qui vraiment la décision proposée n'était pas la bonne, est-ce qu'elle peut être poursuivie? Je me dis que non. C'est une IA, c'est une technologie, on ne peut pas la poursuivre. Est-ce que c'est le centre de recherche? Le centre de recherche, c'est vraiment la victime. C'est juste pour dire que, est-ce que c'est le concepteur? Le concepteur, on ne peut pas le poursuivre parce qu'il a mis à votre disposition, il n'y a pas de service après-vente. Alors, pour nous, les institutions du Sud, qui utilisons les IA, facilement accessibles, généralement en open access, nous devons faire attention. Nous devons faire attention, surtout si ça peut causer des problèmes, et savoir que l'institution, elle est la première responsable des choix, de ses choix. Les responsables doivent être éclairés et savoir si vous adoptez une technologie, vous êtes le premier responsable. Ici, j'ai pris le cas simple. Dans nos institutions, nous avons des facultés de médecine et qui travaillent avec des hôpitaux. Si on adopte une IA pour établir le diagnostic, pour prescrire des doses, là, ça devient très grave. Et une IA ne peut pas être poursuivie, le concepteur ne peut pas être poursuivi, c'est la responsabilité de l'institution. Et le problème qui se pose autre, tant qu'il n'y a pas de mécanisme d'assurance qualité, s'il n'y a pas de garde-fous qui sont là, ça devient vraiment une situation chaotique où l'institution doit assumer ses choix et c'est très important que les responsables soient avisés quant à ce que les limites de l'IA, qu'ils sachent que ce sont des technologies qui ne sont pas, qui sont faillibles, qui peuvent vous amener dans des situations et savoir que c'est à vous, l'institution, d'assumer ça. C'est cette situation qui est la nôtre. Je vous remercie. Alors, une dernière question, Madame Akimana, plutôt sur le terrain voilà, de la responsabilité aussi des compétences des institutions. Ben justement, quelles compétences doivent développer effectivement les responsables académiques et administratifs dans le développement effectivement de l'usage de l'IA dans les différents pays, notamment au Burundi et ailleurs? Quelles compétences ces responsables-là doivent-ils développer? Oui, merci beaucoup. En préparant cette intervention, je me suis dit,
est-ce que en termes de compétences, ce n'est pas uniquement au niveau de l'IA, c'est même au niveau de l'informatique. L'informatique, les systèmes d'information sont en train de devenir omniprésents. Vous n'avez pas besoin d'être informaticien pour utiliser un ordinateur, pour utiliser une application. Bien évidemment, vous n'êtes pas assez outillé pour développer des codes, mais on n'a pas besoin d'être informaticien pour utiliser l'IA. Sinon, s'il y a à l'allure où ça se développe, on risquerait de trouver tout le monde informaticien et le reste des métiers ne serait pas servi. Je crois que à chaque niveau que vous occupez dans l'institution et avec quel droit et sûrement les devoirs, vous devez avoir une certaine compétence. Je prends l'exemple d'un responsable d'une institution. Je parle de l'équipe gouvernante d'une manière générale. Ces gens-là ne doivent pas être des experts au niveau des codes, au niveau des algorithmes, mais ils doivent savoir que l'IA n'est pas une boîte noire. Ce n'est pas une boîte noire où vous entrez des choses et qu'il y ait des sorties. Ils doivent avoir un esprit critique. Ils doivent avoir un esprit critique pour pouvoir analyser ce que l'IA s'est adopté dans certains processus de l'entreprise ou de l'université. Ils doivent avoir un esprit critique pour analyser les résultats. Et pour avoir un esprit, ils doivent aussi savoir des notions élémentaires de ce que c'est l'IA. De savoir que ce n'est pas quelqu'un derrière votre écran qui réfléchit à votre place, que c'est vraiment, ce n'est qu'un outil, ce n'est qu'une technologie. Et cela lui permettra de savoir aussi, c'est très important en tant que responsable, que la personne maîtrise et conscience de la responsabilité qui engage l'institution et qui engage lui-même lorsqu'il utilise une IA en ce qui concerne ce qui peut advenir. Bien évidemment, l'institution aussi doit se munir de ces gens qui sont experts en informatique au niveau du code, qui peuvent analyser, voir l'IA que nous avons adoptée, il y a quoi à l'intérieur, il y a quoi à l'intérieur, qui peuvent vraiment éclairer dans une manière compréhensible par le commun des mortels, bien sûr, qui peuvent éclairer. Et là, dans une situation aussi où nous avons les étudiants qui sont vraiment, qui s'investissent dans l'IA, on est dans une situation où on ne sait pas si c'est l'IA qui apprend ou c'est l'IA qui est évaluée, ou on ne sait pas si c'est l'étudiant, ils sont à fond dedans, où les enseignants aussi sont émerveillés, qui risquent de se faire remplacer dans leur pratique de métier par l'IA. Nous devons accompagner, mettre en œuvre un accompagnement rapproché suivant les besoins de chaque entité. Nous devons, ici quand je dis accompagner, c'est par des formations, c'est par des cellules d'accompagnement de l'apprentissage en ligne, mais aussi de l'usage de l'IA. C'est aussi la mise en œuvre des textes, parce que nous nous rendons compte que nous sommes encore en arrière sur la mise en œuvre, sur les chartes, sur l'usage de l'IA, parce que c'est ça qui va vraiment réguler cet écosystème qui, sous une apparence vraiment très bien faite et très promettante, peut avoir des aspects non cachés. Voilà, c'est cette situation qui est la nôtre. Je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Madame Akimana. C'était très précieux, très concret aussi. Vous avez effectivement abordé différents sujets de gouvernance, d'éthique qui étaient effectivement précieux aussi à découvrir en fonction aussi de votre statut de professeur, mais aussi avec vos responsabilités à l'Université du Burundi. Donc, merci à vous pour la participation. Maintenant, je vais céder la parole à Cécile qui va effectivement animer le débat. S'il y a des personnes qui souhaitent prendre la parole, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc, aussi bien pour Madame Akimana que pour Monsieur Palermo. Je vais peut-être, avant de donner la parole à Mokhtar, qui l'avait déjà demandé précédemment, peut-être reprendre une des questions qui était dans le chat auxquelles vous avez peut-être
enfin, vous avez peut-être pu lire. Merci beaucoup. Ma question est de savoir de quelle base de données légales les données relatives à l'Afrique sont tirées pour entraîner les IA que nous utilisons ici en Afrique, car notons que certaines structures personnalisent leurs IA pour éviter les biais. Donc, nous sommes livrés à nous-mêmes en tant qu'Africains. Voilà, ça c'était la question qui était posée. Je ne sais pas qui veut prendre le micro, mais j'imagine, Madame Akimane. Je peux parler? Mokhtar, oui, la attendez. question est en lien. Oui, allez-y. Oui, oui. Oui, en fait, je tiens vraiment à remercier les différentes conférenciers pour vraiment les informations enrichissantes qu'ils ont partagées avec nous. Parce qu'il faudrait le comprendre, l'IA et tout comme outil technologique d'ailleurs, je pense que c'est déjà parti, il faut seulement embarquer dans le train et puis essayer de faire. Tout le monde est unanime que l'IA maintenant, elle est plus ou moins indispensable, mais c'est surtout, le débat se pose au niveau de l'usage. Je pense bien que surtout moi, c'est le côté beaucoup plus académique où les enjeux de l'IA m'intéressent beaucoup, notamment par rapport à l'éthique même de l'IA. Aujourd'hui, quand on regarde au niveau de l'enseignement, et l'usage même, elle fait appel à beaucoup d'appréciations. Par exemple, vous allez voir en fonction des écoles, en fonction de l'enseignant, en fonction de la faculté, il y en a qui autorisent, il y en a qui sont d'accord. Donc, en fait, il n'y a pas une forme d'alignement entre chercheurs, entre enseignants. Moi, je pense qu'à ce niveau, il faudrait réfléchir pour vraiment trouver un certain alignement. Parce que ça crée vraiment un désordre. Si quelqu'un d'autre accepte, d'autres n'acceptent pas, une faculté est d'accord, l'autre n'est pas d'accord, un enseignant apprécie l'usage de l'IA. Donc, vous voyez, donc vraiment, il y a une certaine forme de désorganisation. Et l'autre chose aussi, par rapport à l'IA, c'est tout ceux qui sont indexés, c'est beaucoup plus les utilisateurs, c'est vrai. Mais au niveau de la source, comme M. Leonardo, je pense que c'est ça le nom, Orlando plutôt, a eu à l'évoquer, la source n'est pas beaucoup indexée. Parce que tout dépend de la source. Parce que nous, on prend des informations, on est content, alors que souvent, ce n'est pas fiable. Donc, est-ce qu'il y a des institutions à ce niveau qui sont censées réglementer c'est vraiment ces bases de données? C'est parce que ça doit être. On doit vraiment avoir des institutions qui doivent réglementer les bases de données au niveau de l'IA qui fournit. Parce que c'est un grand public et surtout des chercheurs qui s'intéressent à ça. Et surtout aussi, je pense qu'en termes d'inégalité aussi, IA crée une égalité, elle crée aussi beaucoup de fractures. Notamment aujourd'hui, vous allez voir quelqu'un qui n'est pas spécialiste peut vouloir se prononcer sur des choses sur lesquelles il n'a presque pas de connaissances. Aujourd'hui, par exemple, un élève moi je suis chercheur en sciences politiques, un doctorant en sciences politiques, mais aujourd'hui, un élève de l'école peut faire des recherches, taper seulement géopolitique du Mali ou je ne sais pas quoi. Donc, l'IA va lui donner les mêmes informations qu'il va fournir à un autre chercheur. Est-ce qu'à ce niveau, il n'y a pas, on ne doit pas essayer de disproportionner même l'usage de l'IA? Est-ce que tout le monde doit avoir accès? C'est vrai parce que c'est commercial, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a vraiment par rapport à l'éthique, l'usage, est-ce qu'un élève de l'étudiant, ou bien un chercheur, ou bien un fonctionnaire, ou bien, bon, je ne sais pas, un autre employé, c'est-à-dire, vous voyez, aujourd'hui, c'est pourquoi on a tendance que tout le monde est spécialiste de tout et de rien. Et aussi, et aujourd'hui, au niveau académique, la question de perception aussi se pose. Aujourd'hui, si vous utilisez l'IA pour travailler, et vous allez voir beaucoup l'appréciation, elle n'est pas la même. Les gens vont voir est-ce que vous avez fourni des efforts. Parce qu'aujourd'hui, pour un chercheur, il faut lire des tonnes de livres. Et quelqu'un d'autre peut ne pas lire ces mêmes tonnes de livres et puis faire des recherches sur l'IA et venir exposer. Et la qualité, est-ce que c'est la même chose? Parce que quelqu'un qui a lu, je ne sais pas, 20 livres, et quelqu'un d'autre qui s'est contenté seulement de faire des recherches sur l'IA, vous voyez tout ce que ça pourrait donner en termes d'appréciation. Vraiment, les perceptions aussi au niveau du travail académique, même je pense que l'IA a beaucoup impacté parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de perceptions sur cette question-là. Je pense que je vais m'arrêter là. Peut-être, si le temps me permet, je peux revenir aussi pour avoir vos réponses. Merci.
Si Mokhtar, je ne sais pas de qui de Rachel ou Orlando veut répondre en premier. Ok, ben disons, il y a pas mal de sous-questions dedans. En tout cas, je vais vraiment faire de mon mieux. Et si Mokhtar, tu trouves que je ne suis pas assez précis, tu me le dis, n'hésite pas à me le faire savoir. Bah déjà, je pense qu'au niveau des sources, à proprement parler, où est-ce que tu peux les trouver et autres, bah, tout simplement, je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut utiliser des outils dédiés. En effet, bon, ben, les livres passent toujours par c'est la première source officielle. Après, il y a la littérature scientifique. Mais je peux te donner un outil, je peux même vous donner un outil qui est assez utile, je l'utilise moi-même. Ça reste de l'IA, mais c'est une IA qui donne les sources en retour. Donc, ce n'est pas quelque chose, c'est pas une boîte noire. Et ça s'appelle Consensus, comme un consensus. Et c'est quoi? Donc, tu poses une question scientifique à l'IA et en retour, elle te donne en fait ce qui est dégagé par la presse scientifique et elle te liste également toutes les sources de toute la littérature scientifique aussi. Donc, c'est quelque chose qui est hyper utile. Ce n'est pas une boîte noire qui dit voilà, crois-moi. C'est quelque chose qui liste plutôt pas mal ça. Et après ça, après avoir reçu les différentes sources, rien ne t'empêche sur le côté après d'aller voir d'autres articles qui vont dans ce sens-là. Donc ça, c'est déjà un premier conseil. Ensuite, au niveau de l'usage, au niveau des cours, tu dis qu'il n'y a pas de régulation entre les différentes institutions. Et en fait, oui, il n'y a pas de régulation tout simplement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, en tout cas. Au moins, je peux en attester en Belgique. Chacun veut, par exemple, travailler avec Gemini de Google, d'autres préfèrent Copilot, d'autres veulent du ChatGPT ou autre. En fait, il n'y a pas de régulation parce que, voilà, c'est une liberté pédagogique à proprement parler. Donc, tu dis également qu'il y a certains enseignants qui veulent l'utiliser, d'autres pas. Alors, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais je pense que la première personne de confiance, c'est en effet l'enseignant. Pourquoi? Parce que c'est cette personne-là qui détient le savoir, dans le sens où cette personne-là est capable de dire ce que tu dis est vrai, ce que tu dis est faux. Tandis qu'une IA, pour pouvoir analyser ce qu'elle dit, il faut être en possession du savoir pour pouvoir dire si oui ou non elle raconte n'importe quoi. Et ça, c'est un enjeu majeur. Parce que si tu ne l'as pas, cette clé-là pour désigner si une information est vraie ou fausse, comment faire pour la croire ou pas? Tout simplement. Donc, en effet, je pense que le corps professoral, le corps académique, a encore un bel avenir devant lui. Du moins, je le crois sincèrement. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à tes questions. Est-ce que je peux Oui. me permettre? Mhm. Oui, merci beaucoup. Je suis vraiment plein d'espoir sur ce que vient de terminer mon collègue. Je crois que le métier d'enseignant doit rester et il a encore des années. Mais j'aimerais juste aborder mon approche de réponse sur en fait que nous ne sommes pas en compétition avec l'IA. L'humain n'est pas en compétition avec l'IA. C'est un outil. C'est un outil que nous devons apprendre à maîtriser. Quand vous dites que la personne peut lire des livres, 20 livres, mais alors qu'il y a mais l'IA aussi peut lire ces 20 livres. Nous ne sommes pas en compétition. C'est juste savoir que c'est une technologie qui peut commettre, il y a des erreurs, il y a le biais derrière, et le prendre comme un outil que nous maîtrisons. C'est vraiment apprendre à gouverner cet outil. On n'est pas en compétition. Il y a un collègue qui faisait une présentation dans le cadre de l'IA. Il disait, vous vous rappelez très bien, par exemple, quand on a inventé l'allumette. Est-ce que le monde a été bouleversé? Ils se sont dit, ben, l'allumette est là, on va l'utiliser pour faire du feu, mais on se focalise sur d'autres choses qui nécessitent notre compétence autre qu'être en compétition avec l'IA. L'IA n'est pas là pour nous remplacer. C'est un outil qui peut améliorer l'efficacité de ce que nous faisons. Je prends l'exemple, par exemple, dans l'enseignement. Si on ne tire pas attention, l'IA va remplacer nos étudiants. Mais si vraiment
on essaie de mettre en œuvre ce qu'il faut, l'IA va améliorer les apprentissages. Et à la fin, on va avoir des étudiants plus compétents qui ont atteint les objectifs visés parce qu'ils ont utilisé l'IA comme outil. Alors, si les enseignants aussi, s'ils ne tirent pas attention, ils peuvent se faire remplacer, mais s'ils utilisent l'IA comme outil, ils peuvent améliorer leur pratique. Alors, concernant qui fait quoi, hein, ou peut s'improviser expert dans un domaine, s'il n'y a pas des mécanismes d'assurance qualité, des mécanismes, des garde-fous en ce qui concerne l'éthique, là, on va devenir des experts chacun dans le domaine qu'il va choisir. L'IA va l'aider. L'IA n'a pas de conscience, hein, elle va vraiment vous y aider. Alors, c'est à nous, les responsables, à nous, les enseignants, d'être conscients que nous avons besoin d'un environnement où l'IA reste un outil. En ce qui concerne l'alignement, mon collègue l'a dit, nous espérons arriver à un moment où il y aura quand même un cadre légal qui encadre l'usage de l'IA, qui encadre l'usage de l'IA au niveau des enseignements, au niveau de la gouvernance, au niveau de la recherche, et que l'on puisse amener la communauté à améliorer les pratiques, à améliorer les prestatations grâce à l'IA, mais pas à se faire remplacer. Voilà, merci. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des questions dans le chat ou bien est-ce qu'il y a des mains levées? Je ne pense pas. Voilà, alors je pense qu'on peut, Cécile, je pense qu'on peut clôturer le premier webinaire ici. Un tout grand merci à nos trois invités, hein, Madame Akimana. On a finalement résolu le problème technique et c'était très bien de vous avoir avec nous. Monsieur Palermo, merci à vous également. Monsieur Simonowski, qui a déjà quitté la salle, on le remercie également. Voilà, vous dire que c'était le premier webinaire d'une série de 4. Hein, donc les 3 suivants auront lieu dans le courant de l'année. Le suivant aura lieu au mois de mai sur un thème qui s'appelle « Genre, inégalité et numérique vers une coopération plus inclusive ». Alors après les vacances au mois d'octobre, le 14 octobre, on aura comme thème le numérique et l'environnement, comment concilier innovation et durabilité. Et on terminera ce cycle le 4 novembre 2026 avec comme thème numérique, le progrès en question, regard critique sur les technologies dans la coopération académique. Voilà, toutes les infos sont sur le site web de l'ARES. Vous pouvez aussi vous inscrire via le site web et via la page agenda. Et puis, on vous tiendra informé effectivement tout au long des prochaines semaines par rapport à ces différents contenus. L'enregistrement de la conférence ici sera en ligne prochainement. Nous mettrons aussi voilà, les différentes ressources que nos panélistes nous proposent de mettre en ligne. On les mettra pour partager un maximum d'informations. Et je pense que vous pourrez accéder à toutes ces matières dans les prochains jours. Donc, merci à vous qui nous avez suivis eh bien, en Belgique et puis à différents endroits du monde. Merci également à Cécile, ma collègue Cécile Imberex, qui a préparé le webinaire avec moi. Et on se fixe un rendez-vous au mois de mai, à une date qui vous sera communiquée dans les tout prochains jours. À très bientôt. Merci. À bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. Bye. Bonne continuation à tout le monde en tout cas. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.